Le premier triathlon que je fais à Madrid, pareil, pas de vélo forcément. Et j'avais acheté un Orbea sur place un peu vintage avec les passements par vitesse là, sur le cadre. Ce qui fait marrer énormément de monde en Espagne quand ils me doublent à chaque fois. Donc on est fin de 2022 et on s'inscrit du coup directement à celui de Lanzarote, le 73 de Lanzarote, donc en mars. Il y a 3-4 mois de préparation. Et en termes de volume, moi ça me paraissait déjà immense à l'époque et je me disais putain dans quoi je m'embarque, mais on était à entre 5 et 8 heures, 9 heures par semaine quoi. Et donc là, les 2 premiers ont déjà leurs slots, sont là et refusent. Le 3e sur le podium le prend. Et après du coup s'en vient une série de personnes qui disent soit non, soit qui sont pas là à la cérémonie et ça arrive jusqu'au 13e du coup et je récupère mon slot. Avant de démarrer ce nouvel épisode, on a une invitation spéciale pour vous. Je vous invite à nous rejoindre sur devenirtriathlète.com. Vous allez y retrouver tous les épisodes, mais aussi des conseils, des guides, des ressources et des outils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Et on mettra tout ça à jour chaque semaine. Allez, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et d'ici là, bonne écoute de ce nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. D'ailleurs, en parlant d'OpenTri, je suis très content d'accueillir avec moi pour l'épisode du jour Monsieur Charlie d'OpenTri. Salut Charlie. Salut Armano, salut tout le monde. Et notre invité cette semaine est quelqu'un, on en parlait un petit peu en off avec Charlie, je pense très légèrement hyperactif, un petit peu comme beaucoup de triathlètes qu'on a à ce micro. Je suis très heureux de tendre le micro à Armel Négré. Salut Armel. Salut Armano, salut Charlie, merci de me recevoir, super sympa. Écoute, c'est un plaisir. Tu me disais quand je t'ai contacté que je te demandais si tu voulais venir passer faire un tour sur le podcast. Tu me disais que ouais, t'étais carrément fan du podcast et ça te faisait tout bizarre. Ça te fait quoi tout bizarre d'être de l'autre côté du micro? Déjà, oui, touché exactement quand tu m'as contacté et après le passage derrière le micro est assez fun parce que ouais, clairement. J'ai pas mal écouté sur le podcast dans différentes sessions, que ce soit différents footings, des sorties longues vélo. J'en ai encore mis un ce week-end justement sur celui d'Ultra avec Arnaud Mandini. Donc oui, forcément, passer derrière le micro, là, c'est assez marrant. Mais chouette, du coup, c'est mon premier podcast, donc content de découvrir l'exercice. Bon, attention, on fait un petit disclaimer. N'écoutez pas de podcast sur vos sorties vélo. C'est interdit et surtout, c'est dangereux. Hein. On fait pas comme tous nos invités qui disent écoutez sur le vélo. Avec un écouteur juste. Ah oui, juste un écouteur et sans la réduction de bruit, c'est ça. Exactement. Et sur le home trainer, c'est à peu près là qu'on peut. Voilà. Et puis d'ailleurs, bientôt sur le home trainer, on espère que vous allez aussi pouvoir regarder les épisodes. Hein, Charlie, on a des projets pour communiquer encore plus sur le podcast. Ouais, alors je sais pas à quel moment sortira exactement cet épisode, mais il est possible que ce soit déjà lancé, de nous retrouver sur YouTube, sur le format interview, où vous pourrez voir aussi la tête de nos invités et l'échange qu'on a en direct aussi avec la vidéo. Voilà. Bon écoute, Armel, je te propose qu'on y aille. Tu connais la traditionnelle question du podcast, elle est toute simple. Je demande à nos invités de se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Armel, le triathlète? Écoute, Armel Négré, du coup j'ai 29 ans. Je suis passionné de sport, passionné d'outdoor, quelqu'un qui a beaucoup d'envie, je pense, d'énergie. Et je suis français, j'habite en Espagne depuis presque 5 ans maintenant. Et sinon, en parallèle du coup de ma pratique du triathlon, je suis sales, donc commercial dans la tech, donc dans l'IT précisément, dans une filière du groupe Amazon qui s'appelle AWS, Amazon Web Services, sur des sujets du coup de modernisation, d'innovation avec des grandes organisations sportives en France. Ouais, mais AWS, moi je pensais que c'était que les services cloud d'Amazon. Je me suis planté. Non, c'est ça. Peut-être pour ceux qui connaissent pas du tout AWS, mais si tu veux, c'est une grosse boîte de Lego. Il y a plus de 250 services et les entreprises peuvent piocher dedans pour construire des solutions, que ce soit des solutions tech, que ce soit des solutions pour innover, se digitaliser. Donc on est sur des sujets comme l'IA, le machine learning, l'IoT pour connecter des objets, des vélos, des sportifs, etc. Des sujets assez chouettes. Cool. C'est un peu, comme tu dis, c'est une boîte de Lego, mais il y a à la fois les services, donc plutôt en mode consulting. Amazon va dépêcher des salariés qui vont être consultants chez les gens pour aider à la digitalisation, ce genre de choses, et puis aussi des services à aller piocher, comme par exemple du cloud, comme par exemple des serveurs, ce genre de choses. Oui, exactement. C'est un petit peu les deux. Soit les entreprises ont déjà en interne des compétences et donc vont le faire directement avec leurs employés, ou soit on peut mettre des partenaires qui vont venir travailler chez nos clients ou même des employés AWS. Il y a un peu de... Bon, alors, la petite question quand même,
obligé en ce moment. Quel est le temps chez toi? Parce que je me suis laissé dire que t'étais pas tout à fait au centre de la France. Le temps chez moi, c'est-à-dire la météo. Ouais. Plutôt agréable. J'étais à Paris la semaine dernière justement pour le boulot et donc là, on a récupéré quasiment 30 degrés, grand ciel bleu. Ça fait plaisir de faire sa sortie longue au vélo ce week-end. C'est clair que le retour a été plutôt agréable. T'es dans quel coin? T'es plutôt à l'ouest, sud-ouest de l'Europe, c'est ça? Exactement, je suis à Madrid. Belle petite ville, assez sympa, dynamique et puis même sportivement parlant, c'est assez sympa. Ouais, non? exactement, c'est super chouette. Déjà en vélo, c'est déjà sortir en cuissard pour toute l'année, c'est quand même presque toute l'année, quasiment. C'est super agréable. Et après, au global, culturellement ou autre, c'est une ville qui est très très tournée sur le sport. Il y a l'Open de tennis, bien sûr, à Madrid, mais après, sinon, au global, dans les installations, dans la ville, c'est une ville qui ressent en tout cas le sport, avec le paddle aussi qui est super développé. Et donc, il y a énormément d'installations sportives dans toute la ville, ça c'est super agréable. Pour les piscines aussi, c'est super agréable. Ça fait longtemps que tu es installé à l'étranger, Armel? J'ai habité une grosse partie de ma vie à l'étranger. J'ai dû faire 5 ou 6 pays de par soit mon enfance au démarrage ou même via mes études. Donc j'ai commencé par la Bretagne, si on peut appeler ça un premier pays. J'ai passé une première partie de mon enfance à Brest. Après j'ai fait la Turquie, j'ai fait UK avec Londres, j'ai fait le Canada à Montréal, j'ai fait l'Italie à Naples et depuis là maintenant 5 ans en Espagne. Mais tu parles toutes les langues de chaque pays que tu as visité ou pas? Non, malheureusement. Espagnol, oui, couramment. Italien, quasiment pas, malheureusement. Et après, français, anglais, bien sûr. Et ta pratique du sport dans tout ça, déjà peut-être comment est-ce qu'elle commence et puis comment est-ce qu'elle évolue au gré des pays dans lesquels tu te trouves? Yes. Ma pratique du sport, globalement, pas de passif d'ancien sportif ou d'un gros niveau sur un sport en particulier. J'ai touché à beaucoup de sports quand j'étais plus petit, mais j'ai jamais persévéré plus que ça sur un sport. Donc j'ai dû faire moins d'un an à chaque fois sur des sports comme j'ai fait du foot, j'ai fait du rugby, j'ai fait un peu de boxe française, j'ai fait un peu de tennis quand j'étais tout petit. La natation, d'après mes parents, j'ai commencé quand j'étais bébé nageur au démarrage. Il y avait des programmes pour les bébés, mais là-dessus. Et j'ai fait peut-être des cours de natte au démarrage, mais rien de plus. À Brest, pas mal de planche à voile, d'optimisme, des sports plutôt nautiques. Et donc vraiment parsemé de débuts de sport, de changements de sport, mais rien de plus. En tout cas, pas persévérer sur un sport en particulier. Et c'est plus à la fin de l'adolescence où j'ai plus découvert un peu la course à pied. Et je me suis mis beaucoup plus sur la partie course à pied dans l'adolescence, mi-adolescence, via ma famille, via mon père qui courait pas mal, qui avait dû faire une dizaine de semi-marathons ou de courses de 10-15 bornes, mais rien de plus et pas de passif de gros sportifs, on va dire. Et comment justement tu passes de sportif un peu touche à tout à découvrir un peu plus la course à pied? Dans le triathlon, il y a quand même 3 sports, donc comment tu passes de l'un à l'autre ou comment tu passes de la course à pied au triathlon directement? Les semis, j'ai commencé du coup avec des semis qui étaient mes premières courses, mais pareil là-dessus, j'avais pas de structure, pas d'organisation, j'étais même un peu pas contre, mais c'était un peu un moyen pour moi de m'échapper, aller faire de la course à pied. Je sortais, je courais, j'allais me vider la tête, mais j'avais pas d'histoire de programme, de série, de fractionner, de travail en code. J'y allais plus au feeling avec ma montre, je lançais un chrono et je regardais le temps et en fonction du temps que j'avais. Donc c'était vraiment assez random. Et puis chaque jour à l'entraînement, t'essayais de faire mieux que la fois d'avant, c'est ça? Exactement, sur les tours, j'essayais de faire mieux, mais c'était vraiment purement sur cet objectif-là. Et même au démarrage, je me souviens encore d'il y a quelques années, surtout. Il y a un parallèle maintenant qui est assez drôle, surtout quand je suis dans le monde un peu de la data et sur le tracking de la performance ou ces genres de sujets. J'étais un peu contre ça même au démarrage. Je me disais non, si je vais aller faire du sport, c'est plus pour me vider la tête et j'ai pas envie d'être soit sur un téléphone, soit sur une app, sur une montre. Donc le parallèle aujourd'hui, quand je prends un peu de recul, est assez drôle. Et de fil en aiguille, en ayant fait pas mal de courses à pied, j'ai voulu tenter autre chose via le triathlon et c'est comme ça que je me suis dit, peut-être pas un peu lassé de la course à pied, mais du côté répétitif peut-être de la course à pied, je me suis dit pourquoi pas toucher justement au triathlon et c'est comme ça que j'ai shifté. Et tu shiftes comment? Tu commences par un découverte ou direct un half? Non, je shift progressivement pour le coup, comparé à je pense beaucoup d'autres invités que tu as eu. Parfois je vois des ovnis ou on entend des ovnis qui te disent je commence par un full Ironman ou je crois que c'était Pierre Servance qui disait ça récemment, qui a commencé directement avec un full Iron. Non, moi c'était en école de commerce, donc j'avais 22, 23 ans, donc il y a quelques années déjà, mais
Donc j'étais à Nantes et la particularité de Audencia, du coup l'école de commerce de Nantes, c'est qu'elle organise, et c'est une association au sein de l'école qui organise le triathlon, et donc du coup qui est bien ancrée au cœur de l'école. Et donc je fais la première année en tant que bénévole et je m'inscris en relais avec des potes sur la partie course à pied, forcément parce que j'avais mon background sur la partie course à pied. Et j'ai adoré l'ambiance, je me suis dit putain c'est génial, les mecs font les 3 sports, ils enchaînent, transition, un peu délire Formule 1, ils rentrent au stand, ils se changent, ils repartent. Je sais pas, ça m'a vraiment fait marrer, j'ai vraiment adoré. Pit stop. Exactement, j'ai vraiment aimé l'ambiance, mais je faisais que la course à pied. Et donc après très vite en fait je me suis dit let's go, inscris-toi à un format S ou un format M. Et donc je commence sur un format S à Amiens, complètement random, et c'était plus les dates aussi qui m'arrangeaient. J'avais jamais fait de vélo, donc j'avais pas de vélo non plus de route, donc je demande à un pote la semaine avant est-ce que tu veux me prêter ton vélo qui avait un vélo de route, et j'y vais. Donc c'est drôle parce que la veille au soir de la course, j'arrive sur le lieu, j'essaye les vélos, de mettre les chaussures déjà, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Donc j'essaye, ça se passe bien, pas de chute ni rien, parce que généralement les démarrages tu peux chuter au feu ou des trucs comme ça, mais ça se passe bien. Et écoute, je fais le triathlon d'Amiens, ça se passe super bien, le format sprint. Et après, de fil en aiguille, je m'étais réinscrit à un triathlon ou 2 par an peut-être sur des formats olympiques, mais vraiment assez random, sans préparation particulière, sans faire les 3 sports. Avant mon premier olympique, par exemple, j'avais jamais fait 40 bornes en vélo, donc c'était vraiment plus découverte, mais ma petite course de l'année qui me faisait marrer, de me dire let's go, je commence sur un olympique et je tasse le triathlon. Mais le meuf. Moi c'est bien là Charlie, on a un beau cas d'école là, on va pouvoir bien. Ouais, exactement. T'es un peu l'auditeur type qui vient par l'ambiance, qui est plongé au cœur du truc, au cœur de la course, et puis qui est attiré par ça. Souvent qui vient d'un des 3 sports en plus comme toi, et qui après se lance sur des distances de plus en plus longues. À ce moment-là, tu nous dis entre ton tout premier triathlon et les premiers formats olympiques que tu fais, ça donne quoi? Est-ce que tu t'entraînes quand même régulièrement? Est-ce que ça devient ton sport principal et tu considères que tu fais du triathlon, ou c'est plutôt un truc que tu fais à côté de la course à pied? Non, c'est plus clairement un truc que je fais à côté de la course à pied, mais j'adore ça et je me dis pourquoi pas en faire un peu plus, mais je me dis pas je vais rentrer dans un club, je vais me licencier ou quoi que ce soit. Donc je me mets pas d'entraînement spécifique. Le vélo, j'en avais toujours pas acheté un, donc pour l'instant c'était toujours, j'avais le vélo de mon pote que j'empruntais au démarrage. Les transitions, quand je regarde les temps que je faisais, je pouvais mettre 6 à 10 minutes, tu vois, je me changeais, je bouffais, enfin, j'étais vraiment dans mon truc, c'était une bonne sensation, ça me faisait marrer, et pour le coup, avant quelques années du coup là, mais on va en parler sur les formats alpha ou autres, j'avais pas du tout cette idée de me dire let's go avec le triathlon sur une approche structurée ou quelque chose d'un peu plus poussé quoi. Et ça dure pendant combien de temps cette phase alors, entre ton premier triathlon et le moment où tu vas commencer à faire maturer l'idée d'y aller un peu plus sérieusement? Si j'ai fait mon premier, c'était à Amiens, donc en école, ça devait être en 2022, un truc comme ça, donc ça va bien durer 3-4 ans. Ça va bien durer 3-4 ans où je dois en faire 1 ou 2 par an. Donc j'ai fait Amiens, j'ai fait Deauville plusieurs fois. Ça dure même non, voire plus, parce que du coup ma vraie pratique elle démarre parce qu'en expatriation, quand j'arrive à Madrid, je me souviens que le premier triathlon que je fais à Madrid, pareil, pas de vélo forcément, et j'avais acheté un Orbea sur place un peu vintage avec les passements par vitesse là sur le cadre, et je me pointe avec. Ce qui fait marrer énormément de monde en Espagne quand ils me doublent à chaque fois, c'était l'écrit en espagnol ou autre qui m'avait fait bien marrer. Mais pareil, voilà, c'était ce moment-là, et donc c'était plus quand je m'achète mon premier vélo de route du coup en 2020, où là je me dis pourquoi pas démarrer avec une pratique un peu plus du vélo, mais je l'achète surtout pour du cyclo-aventure, si on peut dire ça comme ça, de me dire que je pars avec un sac à dos avec des potes et je me fais des traversées, et c'est là où je découvre un peu plus les distances en vélo. Donc je m'étais fait par exemple un Paris-Grand Routier ou un Paris sur le golfe du Morbihan, donc de 6 à 800 bornes, que je cale malgré mon peu d'entraînement ou même ma non-discipline du vélo dans des beaux temps, parce qu'on se fait des étapes de quasiment 200 bornes par jour. Donc on y allait quand même assez fort dès le démarrage. Mais j'adore ça, j'adore l'ambiance de me dire c'est trop drôle, on part du point d'une carte, on arrive jusqu'à l'autre bout et on a fait tout ça en vélo. Il y a le côté tu visites la France aussi qui est super chouette, tu découvres des petits villages, des coins super sympas. Et il y a ce côté-là aussi où je me dis putain, le vélo en fait c'est quand même vachement chouette, et pourquoi pas pousser. Et je shift réellement sur
sur une pratique plus approfondie fin 2022. Donc ça a duré, tu vois, je disais 3-4 ans, mais même un peu plus du coup, quoi. Ouais, parce que si tu commences il y a 7 ans, donc 2017, ouais. 5-6 ans, quoi. 5-6 ans de pratique tranquille. Tu recherchais quoi dans cette pratique, en fait? Parce que tu recherchais pas la performance. T'espérais pas faire un podium ou autre. C'était quoi? C'était l'ambiance? C'était aller se mettre un objectif 1 ou 2 fois par an, d'aller faire un triathlon? C'était le dépassement de soi? Enfin, tu recherchais quoi, en fait? Pourquoi t'infligeais ça, en fait, si tu t'entraînais pas correctement? Non, c'est clair. Il y avait 2 choses, comme tu le dis très bien. Il y avait la partie ambiance que j'adorais, l'ambiance de course, etc. J'avais jamais fait partie d'un club non plus de sport ou autre, à part quand j'ai fait un peu de foot ou de rugby, mais c'était très rapide. Cet esprit le jour même de la course qui était assez fun et qui m'attrayait. Et après, sinon, comme tu disais, c'était la partie dépassement de soi. On y allait toujours avec un groupe de 5 à 10 potes. Et donc, il y avait toujours ce petit côté compète. Je suis assez compétitif aussi au quotidien, donc j'avais déjà ce côté compétitif. Et donc, il y avait ce challenge de se dire qui c'est qui va se faire le ranking, qui c'est qui va gagner. On se mettait une petite pression entre nous, gentils entre potes, quoi, avec un ranking de ceux qui c'est le meilleur, etc. Donc, forcément, et mine de rien, en fait, malgré les entraînements que j'avais pas spécialement, je faisais des super temps. À l'échelle de mon groupe de potes et à l'échelle des entraînements que j'avais, je faisais des bons temps. Et donc, c'est ça qui me poussait à revenir chaque année et me dire en fait, c'est fun et en fait, je suis pas dégueulasse, donc autant revenir, c'est marrant, quoi. Ouais, des fois quand tu te dis ça, tu te dis aussi bon, je reviendrai l'année prochaine parce que c'est marrant, mais je vais peut-être m'entraîner un petit peu mieux, un petit peu plus sérieusement. C'est ça qui t'a fait basculer fin 2022 dans un entraînement plus structuré? Oui et non. Il y avait ce côté-là où je me suis dit en fait, je fais des temps qui étaient pas. T'as parlé de la Bretagne, pas de la Normandie. Tu peux pas faire une réponse de Normand. Hein. C'est oui ou c'est non. C'est pas oui et non. Hein. Non, c'est plutôt une rencontre. Mais je vais vous raconter. C'est plutôt une rencontre du coup. Parce que j'aurais pu continuer, je pense, assez random comme ça encore un peu de temps, mais je rencontre du coup fin 2022 un très bon copain de ma copine du coup, qui est pro triathlète, qui est espagnol du coup, qui était l'année dernière, qui était quoi, de 250 je crois, 260 sur le tableur ranking PTO, donc qui a quand même un gros niveau sur la scène internationale. Enfin, ouais. Et donc, du coup, de fil en aiguille, je le rencontre, je le vois en soirée régulièrement, je le vois en week-end, en semaine de vac ou autre, et je me dis qu'il a un rythme de vie assez particulier. Attends, mais déjà, il y a un truc qui colle pas. Tu peux pas rencontrer un pro en soirée, c'est pas possible. On est des moines quand on est sportif pro. Pour l'histoire, c'est sa copine qui est une des meilleures copines de ma copine, donc forcément, okay. Ça aide plus facilement, et donc on a un peu plus accès à son quotidien ou à sa vie en dehors des soirées ou autre, mais il y a un peu de tout. Mais oui, c'est clair que ça picole pas forcément et c'est plus sur un rythme de vie assez clean, c'est clair. Et c'est ce rythme de vie qui te fait un peu tourner la tête, un peu rêver, où tu te dis ça doit être cool quand même de pouvoir un peu mieux performer. Enfin, quel est le déclic, le déclencheur en fait chez toi qui fait que fin 2022 c'est presque all-in dans le tri? Ouais, déjà c'est la rigueur, la discipline qu'il y met. Certes c'est son métier, donc il fait ça au quotidien, même si après il a une trentaine d'élèves qui coach, donc en soi ça l'occupe, mais il a aussi une autre activité sur le côté. La rigueur, la discipline, le dépassement de soi qu'il a au quotidien sur son sport et cet aspect de vouloir toujours faire mieux, son dépassement de soi sur les 3 temps, se dire quand t'es chronométré, tu vois directement la progression ou autre. Ça m'a toujours attiré dans le triathlon et je me suis toujours dit que c'est très factuel sur les résultats, sur ses performances. Et donc c'est un peu ça qui me dit écoute, t'en as fait déjà là, pendant quelques années, t'as découvert ce que c'était le triathlon, t'as vu ce que c'était et pourquoi pas de fil en aiguille en discutant avec lui essayer avec une pratique un peu plus structurée vu que t'as jamais été structuré dans tes entraînements et voir ce que ça donne, quoi. Donc c'était plus ce côté-là, admiration sur la rigueur, vraiment le dépassement de soi à chaque course, repartir après chaque dimanche soir, tu repars sur une semaine d'entraînement alors que tu viens de faire une course mais t'en as une autre dans un mois, dans 2 semaines. C'est exigeant, je pense, et je sais pas, il y a quelque chose qui me fascinait là-dedans. Hein. Et toi, c'est quoi les premiers trucs que tu mets en place quand tu dis avoir un entraînement un peu plus structuré? Ça ressemble à quoi? J'imagine que tu passes pas du jour au lendemain, d'un triathlète débutant à la rigueur d'un triathlète pro. Ça se passe comment? Quels objectifs tu te fixes? Comment est-ce que ça transforme un peu ton quotidien? Sur quel volume horaire tu montes? En gros, ça ressemble à quoi à ce moment-là? Yes, donc là on est fin 2022.
Et donc l'objectif très vite avec lui, c'est de se dire, donc du coup je m'inscris avec un pote, c'était aussi un défi où on se lance aussi en soirée avec un pote et on se dit ok, on se fait un Alpha Ironman. Donc on est fin de 2022 et on s'inscrit du coup directement à celui de Lanzarote, le 73 de Lanzarote, donc en mars. Et donc c'est mon premier en objectif, mais voilà, il y a 3-4 mois de préparation. Et du coup, je contacte du coup Yulen, qui est donc le coach, et je lui dis directement let's go, on a 3-4 mois, il faut se préparer sur un 73. Est-ce que je peux démarrer avec toi? Est-ce que tu veux me coacher et let's go quoi. Donc lui forcément accepte avec grand plaisir parce qu'on avait déjà une relation d'amitié qui avait démarré. Et en termes de volume, moi ça me paraissait déjà immense à l'époque et je me disais putain dans quoi je m'embarque, mais on était à entre 5 et 8 heures, 9 heures par semaine quoi. Et donc au démarrage, forcément quand t'as 4-6 sessions par semaine au démarrage, tu te dis putain je suis semi-pro. alors que dalle. Et surtout que quand je vois les résultats, et aujourd'hui les volumes que je me mets, que c'est un peu plus important, je me dis que c'était clairement encore sur des découvertes. Mais quand tu passes de ça, de tout au tout à ce genre de volume, ouais, c'est exigeant. Et il y a un point que tu soulignais, Charlie, sur l'impact aussi sur ta vie au quotidien qui est assez important, mais qui est, je pense, plus un sujet aujourd'hui, moi, avec les volumes que j'ai. Mais sur la vie sociale, sur l'intégration, sur l'alcool en soirée, sur les nuits que tu dois faire en récupération, le sommeil que tu veux préserver, des choses comme ça. Donc forcément, ça a un impact assez important, c'est un engagement. Ouais, parce que c'est une étape qui est pas facile à prendre quand même, hein. Notamment chez les gens qui veulent s'y mettre un peu plus sérieusement, qui veulent passer de 3-4 sessions par semaine à peut-être le double. On reste sur des volumes qui sont relativement modestes encore, comparé probablement à ce que tu fais aujourd'hui. Mais ça commence à impliquer des changements au quotidien qui sont notables. Tu as raison sur la vie sociale, sur comment est-ce que je cale 7, 8, 9 séances d'entraînement dans une semaine avec un taf à côté, une famille et comment je préserve tout ça. Et finalement, après, passer de 10 à 12, 13, 15, c'est d'autres défis, mais c'est peut-être pas un changement aussi radical, quoi. Claire. Là, il y a le truc où on est très nombreux à le connaître, de comment est-ce que je passe de 5 à 10 heures déjà. Et là, il y a des gros bouleversements, il faut faire tenir tout ça, sans qu'on puisse en plus avoir l'excuse que je passe pro, donc j'ai besoin de ça. Non, on reste des triathlètes amateurs qui aimerions en faire un peu plus. Exactement. C'est une bonne définition. Moi, ce qui me fait flipper, c'est quand même que tu as dit je me lance vraiment sérieusement dedans et je pars sur le 73 de Lanzarote. Ouais. Le jour où tu te lances sur full, c'est quoi? C'est héros, t'es en 3 mois aussi, non? Non, c'est clair. Après, forcément, j'habite en Espagne, donc moi, c'était un triathlon qui me faisait rêver, qui est sur une île qui fait rêver, certes, qui est compliqué, mais je connaissais déjà un peu l'île en plus en étant allé plus en tourisme, et donc c'est une île que je trouvais vraiment magnifique, canon. Et c'est vrai que les conditions sont un peu plus coriaces en termes de vent, en termes de dénivelé. Le parc du Dimon de Faya, le parc naturel de Lave, là, tu crames bien quand même. Donc il fait une chaleur, plus le vent et plus le dénivelé qui est pas forcément super agréable, mais qui est mythique et qui est une course juste sublime pour moi. Ouais, tu sais, ça peut te faire rêver, hein. Moi, en brun, ça me fait rêver, hein. C'est pas pour autant que je vais le préparer en 3 mois. Hein. Non, mais plus sérieusement, du coup, tu structures un peu plus. T'es accompagné par ce pote qui fait aussi office de coach. Au-delà du côté logistique, où effectivement il faut trouver le temps de se mettre 5, 6, 8 heures parfois par semaine d'entraînement. Comment est-ce que tu commences vraiment à structurer aussi mentalement tout ça? Parce que ok, t'as un objectif. J'imagine que t'as dit à ta copine, bon chérie, voilà, avec Jean-Pierre là, on va aller à Lanza. Lâche-moi la grappe pendant 3 mois. Tu vas voir après, ça va bien se passer. Je vais être détendu, puis ça sera cool. Comment t'as vendu le truc à ta copine? C'est un bon sujet et c'est toujours l'actualité. Comment je vends encore le prochain challenge? Bip. Là on coupe au montage, c'est ça? Non, pas du tout. Comment? Je pense que ça s'est fait progressif. J'étais pas au volume non plus que je fais la main dedans, et au démarrage, je pense qu'elle le prend plus comme ok, c'est un hobby qui lui prend un peu plus de temps qu'avant, mais globalement c'est fun. Plus elle, c'est dans son réseau proche avec sa meilleure copine et slash son pote, donc elle se dit en fait chouette, il y a une belle amitié qui s'est nouée, en plus il se lance dans le sport avec eux. À ce moment-là, elle voit pas trop le traquenard arriver des heures de volume, de l'investissement financier, du vélo, des grandes sorties longues, etc. Attends, t'as dit quoi? Financier? Non, il n'y a pas d'investissement quand on commence le triathlon. Un petit peu. Et justement, là, tu commences à t'équiper du coup, ou tu restes sur ton vélo qui était plus pour faire du bikepacking avec tes potes? Ouais, je commence à m'équiper. J'achète un vélo de chrono du coup. En début mars, donc l'Iron de Lanza est fin mars, j'ai dû le recevoir, enfin le temps qu'il arrive, etc. Je le reçois peut-être 2 semaines avant la course,
Donc ça aussi, je pense que c'est une méga best practice à partager, donc complètement random sur la position, quoi que ce soit. J'avais pas non plus testé l'aéro, mais je le reçois et je l'ai toujours d'ailleurs. Et donc ça a été surtout le gros gap d'investissement forcément sur le passage sur un vélo chrono. Et après la partie plus matos dédié, combi, parce que combi au démarrage, j'ai fait la plupart de mes triathlons avant Olympico sur des combis de surf, parce que je fais pas mal de surf à côté, donc c'était les trucs que tu passes par l'épaule en plus, c'est sans ouverture, donc je te raconte pas après la natte, le passage quand t'es bloqué. La transition, 18 minutes. C'est infernal. Mais non, le matos vient petit à petit, le vélo surtout, c'est le plus gros investissement forcément, et après le matos, c'est venu plus au compte-gouttes, je dirais. J'ai pas fait un énorme craquage, je me suis fait une commande de tout ce qui pouvait arriver. Et encore aujourd'hui sur des renouvellements de matos ou autres, mais petit à petit. Et du coup, ça se passe comment ce premier 73 de Lanzarote ? Ça se passe super bien. Sur l'expérience, je le fais en 5h30. Donc pour un premier avec l'entraînement que j'ai eu en 3-4 mois, j'étais content. Ça se passe bien, très 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 chaud de mon souvenir. Mais la natte, très impressionnant sur le choc du démarrage. C'était pas du mass start, mais quand même, tu prends quand même des sacrés coups ou autres. Et c'était la première fois où, avec en plus un vrai objectif de préparation ou autre, tu te rends compte du bazar du départ de la natation. Le vélo, c'était le point qui me faisait le plus peur en termes de distance et en termes de dénivelé. Le vent aussi qui est à Lanza, donc c'est ce qui me faisait le plus peur, mais bizarrement il est passé assez facilement, et surtout que je le faisais avec un pote aussi du coup, et je savais qu'il était meilleur que moi en vélo, qu'il me doublerait sur le vélo, donc je l'attendais un peu sur toute la partie vélo, donc je regardais un peu derrière moi pendant tout le vélo et il n'est pas arrivé, donc mentalement et psychologiquement ça a été une délivrance, et c'est plutôt ça qui m'a boosté après, qui m'a fuel pour partir sur le semi en me disant que c'était réglé et que si je terminais le semi sans le vélo sans l'avoir vu, c'est que j'arriverais à dérouler mon semi et que ça passerait quoi. Donc globalement super expérience, super feeling, et tu découvres déjà un 73, donc des grosses distances, pas mal de fierté, de se dire génial, j'ai réussi à faire mon premier Iron, enfin half, donc c'est super chouette. Et globalement là il y a toute l'organisation, c'est encore une ambiance sur le label Ironman qui est quand même à un autre niveau de ce que j'avais pu voir sur des triathlons olympiques ou des triathlons S. Toute la partie aussi remise des prix, cérémonie, j'étais allé par curiosité aussi sur la remise à Lanzarote, donc c'était chouette, et justement quand j'y reprends, c'était Mathis Margeret qui est arrivé deuxième de Lanza, et tu vois, on était peut-être les seuls français qui étaient là-bas, donc on avait discuté à la fin, et je me rappelle, moi je lui avais raconté un peu les trucs, il m'avait dit t'as fini quand même avant, en me voyant, c'était sa première réflexion, tu vois, ça m'avait fait marrer. Mais clairement une expérience vraiment dingue, et c'est là où je pense que j'ai vraiment été hameçonné. Je me suis dit en fait c'est incroyable, et let's go, et on va continuer cette année et on va se donner un peu plus quoi. Non mais par contre moi Charlie, ça va pas être possible, moi je peux pas discuter avec des amateurs qui ont autant de facilité, c'est juste pas possible. On enchaîne les épisodes où on reçoit que des gens qui en 1 ou 2 ans se qualifient pour les championnats du monde. C'est vrai que faudra qu'on sélectionne mieux les invités à l'entrée. Ouais c'est ça, non c'est pas possible, on peut pas raconter à nos auditrices et nos auditeurs que c'est facile de se mettre au triathlon puis vous allez vous éclater si c'est pour que dans 2 ans vous soyez à Kona ou au championnat du monde de 73, c'est pas possible. Armel, il y a un truc, la natation par exemple, tu nageais déjà avant, sportivement parlant, pas juste pousser la planche pour faire du surf quoi. Sportivement parlant, zéro, pas du tout, mais comme je te disais, comme j'ai habité à Brest une grosse partie de mon enfance aussi, avec la planche, avec le surf, avec l'optimiste haute, globalement t'es quand même baigné dans un univers marin ou même dans l'eau très régulièrement. Et donc oui, je me démerdais et je nageais, mais j'ai jamais fait de la natation en club, fait quoi que ce soit quoi. Et ce premier 1009 là sur le half de Lanza, ça se passe comment, au-delà de la mini machine à laver au départ, parce que c'était pas une mass start comme tu l'as dit? Salut les sportifs, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre votre podcast un très très court instant. Si l'épisode que vous êtes en train d'écouter vous plaît, alors on a besoin de vous. Est-ce que vous pourriez prendre 10 petites secondes pour ouvrir votre appli de podcast préféré, y trouver la fiche du podcast Devenir triathlète X Opentree et nous laisser une note, de préférence 5 étoiles, en nous disant ce qui vous plaît le plus dans le podcast. Ça vous prendra seulement quelques secondes, mais ça nous permettra de continuer à améliorer le podcast et à se faire découvrir par d'autres auditeurs triathlètes. Un immense merci à vous qui allez laisser une note et on se retrouve tout de suite pour la suite de votre épisode.
Globalement, ça se passe bien. Je suis un peu sur la réserve de me dire, je sais pas ce qui m'attend après. C'est plus ça qui me fait peur. Mais la natte, même bizarrement, et même là, je le vois à l'entraînement, c'est la partie que j'aime le plus. Je pense que c'est assez contraire à pas mal de triathlètes qui, je pense, soit détestent ou autres. Et tu vois, j'avais encore une session nage midi. Je me le répète souvent quand je suis dans l'eau et je me dis, je pense que c'est celui que j'aime de plus en plus j'en fais, quoi. Donc non, pour te répondre sur Lanza, ça s'est bien passé. Forcément, sur la réserve, tu sais pas trop à quoi t'attendre parce que t'as le full du vélo et après la course à pied. Mais plutôt une bonne expérience de la natation et de ce qui en sort, quoi. Bon, alors du coup, le vélo, on a compris que ça s'est bien passé. T'as jamais vu ton pote que tu checkais dans le rétro. Et la course à pied, du coup, c'était quand même ton point fort à la base. Ouais. Tu pars détendu, tu pars avec un nœud au niveau du bide. Enfin, comment ça se passe sur ce premier 70-3 ? On le rappelle, c'était ton premier 70-3. Ouais. Je pars détendu, mais j'ai aucune idée comment mes jambes vont réagir. Donc, je me souviens me dire souvent au moment de passage dans la transition, à me prendre un gel et à me dire putain, il y a un semi à aller enchaîner, tu l'as déjà fait, mais en ayant enchaîné la course à pied, le vélo et la natte, tu l'as jamais fait. Donc un peu plus observation, je pense, sur les premiers kilomètres, voilà, jusqu'aux 10 premières bornes, c'est plus se dire est-ce que les jambes répondent. Et j'avais un peu peur du truc de se dire, parce qu'aussi j'avais entendu mon coach forcément m'en parler des choses, me dire bah tu peux cramper, tu peux avoir des douleurs, intestinales si les gels tu les Donc j'étais plus en observation de mon corps à me dire est-ce qu'il y a un truc qui va se passer ? Est-ce que mon corps va péter à un moment ou est-ce que je vais attendre un mur à un endroit ou non. Donc j'étais plus en observation et globalement le semi se passe bien malgré vraiment la chaleur. Je me souviens c'était plus la partie chaleur était vraiment très dure sur la course à pied, mais il se passe bien et tu vois je le fais en 1,40, 1,41 et donc j'étais quand même content sur mon premier 73 et sur les temps globaux. Une fois que tu passes la ligne, t'en ressors quoi de ce premier Alpha Ironman ? Si ce n'est l'envie de recommencer, évidemment. Ouais, je pense que l'envie de recommencer, elle arrive un peu après. Tout de suite, quand tu franchis la ligne, je sais pas. Mais j'en ressors quoi ? Non, énormément de plaisir, énormément de bonheur. Il y avait pas mal de potes qui étaient là sur la ligne d'arrivée, ma copine qui était là, le coach qui était déjà arrivé, douché, changé, bien évidemment, qui a déjà fait un petit bout de temps. Mais c'est des moments de pure joie, surtout pour un premier, de se dire ça y est, j'ai fait un Alpha Ironman. Donc, vraiment des moments d'explosion de joie, vraiment des sourires et des gros câlins avec les copains, avec la copine, tout le monde. Donc, c'était plus un gros moment de joie, une explosion de bonheur à ce moment-là et me dire c'était vachement chouette. Et surtout pour moi, c'était la première fois que je me fixais réellement un objectif sportif. J'avais réellement une préparation derrière dédiée avec un suivi, un accompagnement avec un coach. Donc il y avait quand même ce sentiment d'accomplissement de se dire génial en fait tout ça c'était pour ça, même si c'était qu'une prépa de 3-4 mois et donc ça n'a pas duré des années non plus, mais vraiment le fait de cheminer jusqu'à cet événement, t'as l'accomplissement et c'est fait et en plus t'es content de ton temps donc ça se passe, c'est vraiment de pure joie, quoi. Et sur la partie justement data ou autre, tu nous disais qu'au début t'étais pas du tout data, voire même t'étais carrément contre ça. Comment s'opère ce switch de commencer à travailler avec quelqu'un, de commencer à regarder sa data, peut-être de commencer à analyser sa data? Je sais pas si tu l'as analysé toi de ton côté ou si tu l'as analysé avec ton coach ou si finalement t'enregistrais, t'envoyais au coach ou tu laissais le coach regarder et puis après il te faisait un retour. Enfin, comment a continué ton chemin avec la data? Yes, ouais, c'est une bonne question. Le passage déjà, forcément sur la partie course à pied sur le sport, il passe par l'achat d'une montre connectée, forcément d'une Garmin. Donc là, du coup, en fait, t'as le côté un peu addictif aussi d'avoir ces datas, d'avoir ces temps. Et donc, en fait, finalement, je me prends au jeu rapidement. Passer de quelqu'un qui détestait ça, finalement, me dire que c'est plutôt fun et factuel de voir en fait ses progrès ou autre. Donc, je pense que ça vient aussi naturellement avec le passage de la chaîne Garmin. Et donc, forcément, il y a ce côté fun. Et après, surtout, il y a la définition de mes zones d'entraînement. Et je pense que je suis quelqu'un qui ne ferait pas à fond dedans si je comprends pas ce que je fais. Et donc le démarrage, je me souviens avec mon coach, il me donnait des séances, il me disait d'aller nager, je sais pas, 500 mètres, 600 mètres, où il allait tester mes niveaux je pense qu'il voulait juste voir à peu près à quel niveau j'étais. Et donc moi, sans m'avoir expliqué le démarrage ou autre, en fait, je comprenais pas du tout l'intérêt. Et donc j'y allais, mais je faisais 2 km par exemple. Et je lui disais, je me déplace pas à la piscine pour aller barboter 3 minutes en 500 mètres. Donc au début, tu vois, j'étais assez têtu sur mon approche, sur ce que j'avais en tête et ce que je voulais pas voir. Et après, en fait, au fur et à mesure des échanges, au fur et à mesure des discussions, la définition des zones, du coup, je disais, on a commencé très vite du coup à faire des tests de lactate avec lui. Forcément, il m'a mis un peu dans son jus avec ce qu'il avait de manière un peu professionnalisée et une approche
pour un amateur ou autre qui peut paraître démesuré, mais moi qui m'a mis du coup le bain directement dedans. Et puis surtout que tu avais la chance de l'avoir à côté de toi. Enfin, je veux dire, c'était pas un coach à distance pour le coup. Là, tu me disais que tu avais déjà noué des relations d'amitié, donc j'imagine que une ou deux fois par semaine, il était au bord de la piscine ou au bord de la piste avec toi. Exactement, et on pouvait échanger par message, par appel, je le voyais régulièrement. Donc oui, forcément, il y a cet aspect, cette envie de progresser qui arrive très vite et qui est encore plus grisant, quoi, forcément, parce que tu vois l'image du pro et donc qui est dans une autre galaxie complète. Mais toi, tu t'y mets un petit peu sérieusement et tu t'essayes d'y aller step by step. Et donc, forcément, quand tu as cette image et cet exemple au fond, forcément, ça peut que te motiver, que te pousser, quoi. Et après cette période-là, du coup, tu enchaînes assez vite sur d'autres objectifs. Tu sais assez vite ce vers quoi tu vas tendre en termes de compétition, de format, etc. Ouais, je termine Lanzarote, j'avais pas de plan particulier. Je m'étais dit sûr, je vais en faire un. Et ce qu'on en disait à ce moment de Joao, je me suis dit génial, j'ai envie de revivre ça et let's go, on va continuer. Je m'inscris à 2 autres olympiques. Je m'inscris à Annecy juste avant l'été, je crois que c'est fin juin. Donc entre mars et juin, il se passe un peu quelques mois. Mais je m'inscris fin juin à celui d'Annecy en olympique. Après à celui de Santander du coup en Espagne, dans le Pays Basque espagnol aussi en septembre. Et après de fil en aiguille, je me dis en fait j'ai envie de recaler un 73 dans l'année et je fais le challenge Vieux-Boucau du coup fin octobre. Donc du coup pour ma première année je fais 2,73 avec Lanza puis après Vieux-Boucau avec du coup cette préparation qui s'intensifie, qui s'accélère mais toujours voilà, sur ce même fil rouge avec mon coach et dans un optique de progresser forcément et d'aller chercher des temps et des nouveaux paliers, quoi. Bon, et le deuxième 73 aussi bien que le premier ou là tu prends un retour de bâton? Non, le deuxième 73 c'est pas super bien, c'était à Vieux-Boucau du coup fin octobre sur du coup le challenge, météo catastrophique, il pleut et tout là sur le démarrage et tout qui était assez costaud. Il y a eu beaucoup de pluie sur toute la course même. Mais non, ça se passe super bien, je fais 4h45. Donc je gagne quasiment 45 minutes sur mon temps après 6-7 mois qui se sont écoulés entre mars et fin octobre, quoi. Donc du coup la progression je la vois tout de suite, je me dis qu'en fait travailler, s'entraîner un peu plus dur ça paye cash et que ça va assez vite et que c'est factuel encore une fois, donc ça pousse encore plus à vouloir se dépasser parce qu'on voit les chiffres concrètement sur le même type de distance. Certes il n'y a pas le dénivelé de Lanzarote donc c'est pas comparable, c'est pas égal en termes de comparaison, mais forcément il y a un beau progrès et je me dis en fait let's go, quoi. Je me vois qui commence à grimper dans des catégories hautes, je me dis que mon temps lui progresse, donc je suis loin encore de me dire je peux me qualifier ou quoi que ce soit, mais je me dis en fait génial, il y a quelque chose à faire là-dessus et si moi première année je peux faire 2,73, pourquoi pas accélérer aussi pour l'année prochaine, quoi. Donc ça laisse des belles portes ouvertes après pour 2024, me dire voyons ce que ça donne et on va continuer dans cette direction, quoi. Et là, du coup, 2024, comment t'abordes l'année? Avec un peu plus de recherche de performance encore ou toujours un petit peu cette insouciance, cette innocence de dire bon, j'y vais pour kiffer, quoi. Même si je m'améliore, j'y vais quand même pour kiffer. Non, là, vraiment plus dans ton premier scénario, là, je me dis vraiment on passe sur la performance. En fait, en parallèle, j'ai un shift aussi sur mon côté pro où je vais me dédier sur les organisations sportives, donc dans mon taf au quotidien. Donc j'avais un peu ce rêve côté personnellement où je me disais ça c'était carrément tout court en 2023 en fait pendant ma pratique du triathlon. Plus en plus je pratiquais sur la partie tri et je me disais en fait génial, je suis passionné de sport, j'adore toutes les activités outdoor, tout ce qui est dehors et je me disais de plus en plus au quotidien, j'adorerais travailler soit dans une organisation sportive ou être dédié dans une organisation sportive sur des sujets d'innovation. Et donc j'ai à la fois ce challenge pro qui me pousse, ou en tout cas ce tiraillement qui me pousse, et en même temps du coup dans l'année je découvre la pratique un peu plus structurée d'un sport avec un coach, avec un pro. Donc j'ai un peu ce dilemme sur les deux. Donc ce que j'arrive à faire de mon côté pro, à me spécialiser et à développer l'ensemble des sujets sport qui n'existaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément structurés chez Amazon sur les sujets sport. Donc je lance vraiment toute cette organisation on va développer le sport chez Amazon sur ces sujets. On va aller chercher des cas d'innovation avec des grandes équipes, que ce soit en Ligue 1, des équipes du World Tour, en F1 aussi, on travaille pas mal avec d'autres acteurs. Donc, je me lance là-dedans sur le pro, et après, je shift aussi du coup avec le coach. Et donc du coup, j'arrive en 2024, donc là, il y a quelques mois, début 2024, dans une optique complètement différente,
parce que j'accompagne du coup ces boîtes, ces organisations sportives sur le pro, sur des sujets d'analyse de performance, d'engagement des fans, de diffusion des événements sportifs en live, des sujets de problématiques de Smart Stadium aussi. Donc je suis vraiment plongé plus dans la data performance et dans la performance. Et donc là janvier en fait il y a un shift total sur ce début d'année où après un an en fait 2023 dans le pro et en plus dans le loisir, dans le perso, en ayant un peu plus structuré mon approche, je me dis let's go, là faut aller chercher la performance, t'en parles tous les jours à tes clients mais maintenant c'est un peu toi le cobaye, donc let's go voir ce que ça va donner. Et donc là non, je me souviens d'un call justement avec mon coach où je lui dis concrètement en fait qu'est-ce qui me manque pour aller me qualifier sur les mondiaux dans ma catégorie d'âge. T'as une trentaine d'élèves, concrètement qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas, quel type de volume ils se mettent, quel type de séance, je veux que tu me les passes et on voit ce que ça donne et let's go quoi. Donc là il y a un shift réel et donc là maintenant tu vois depuis début 2024, donc c'est vraiment à partir de janvier la rentrée au retour, je fais des semaines entre 10 et 15 heures, je suis monté à plusieurs semaines à 18 heures mais globalement mes semaines elles tournent plus entre 10 et 15 heures. Donc je fais les 3 sports 3 fois et je découvre le renforcement musculaire aussi, truc que j'avais jamais abordé. Je suis plus passionné d'outdoor, donc c'est plus le cadre extérieur, la nature haute qui me plaît. Donc la partie s'inscrire à une salle et aller faire des trucs en salle, c'était clairement le truc qui me faisait chier, mais bon ça pour le coup je l'ai intégré. Et voilà, il y a l'objectif réel et pour le coup depuis janvier 2024, l'objectif il est là, c'était la qualification pour les mondiaux et comment je vais réussir à choper un slot et surtout voir où j'en suis parce qu'en fait j'en ai fait que 2, j'ai fait mon dernier temps en 4,45, j'en ai fait que 2,73 et du coup il y a cet appel et cette structure qui se lance avec le coach, du coup lui bien sûr me donne tous ses conseils et après moi de mon côté, pour faire le lien aussi avec ce que tu me disais sur la partie data, je trouve un site là sur Sport Endurance où je récupère un peu en fait une trentaine de données de course de l'année 2023 et en fait je me fais mon analytique où je regarde en fait en moyenne qu'est-ce qu'il faut pour être sur les mondiaux, à quel slot ou en tout cas dans un top 10 sur un 73, qu'est-ce qu'il faut en termes de temps, qu'est-ce qu'il faut sur les 3 sports et je me dis en fait c'est l'objectif et voilà les objectifs de temps que j'ai et donc je les partage aussi à mon coach, donc ça le fait marrer de me voir arriver avec mon Excel et je lui dis écoute voilà l'approche, voilà où je dois aller, donc t'as intérêt à m'y amener et voilà et ça commence comme ça en janvier. Pour un coach c'est un régal d'avoir un coaché aussi impliqué et qui arrive lui aussi avec des datas pour construire son objectif. Et du coup par rapport à ça c'était intéressant, tu vas sonder ton coach pour savoir ce qui te sépare aujourd'hui d'une possible qualification au monde. Globalement il en ressort quoi? Qu'est-ce que aujourd'hui tu dois ajouter de plus, ou est-ce que tu dois te renforcer pour que cet objectif là devienne réalité? Ouais, il en sort sur la natte des bases correctes, donc on va intensifier la natte mais globalement mettre plus de séances certes sur du volume mais globalement des exercices techniques aussi que je sais pas forcément. Sur l'année 2023 aussi j'étais moins sérieux là-dessus et c'est des trucs tout cons par exemple, mais ça faisait déjà presque un mois qu'il me coachait et il me donnait ses séances avec plaquettes, poules, etc. et tout. Bon, c'est des trucs qui me faisaient clairement chier, donc j'en avais pas acheté, Et donc en fait, quand je lui dis à la fin de l'année que de 1, je suis jamais allé à la salle de sport et que de 2, j'ai jamais acheté les plaquettes et les trucs, clairement il me met une tarte quoi. Il me dit mais en fait je rectifie ce que j'ai dit sur le coaché idéal, pas du tout en fait. Je pense que j'étais borné là-dessus, mais concrètement donc vous dites ce chiffre de me dire tu vas faire l'ensemble des séances et tu vas les faire bien et tu vas les appliquer et après il y a monter en volume clairement sur le vélo par exemple, s'envoyer des volumes tous les week-ends, aller faire des sorties longues ou même l'achat d'un home trainer aussi que j'ai acheté courant 2023, mais aller s'envoyer des séances en plus, donc globalement sur les 3 sports c'était du volume, donc vraiment augmenter en nombre de volume, mais surtout sur le vélo, comme j'avais pas un passif de cycliste ou quoi que ce soit, ou même de sport loisir sur le vélo, c'est là où même l'écart se creuse globalement sur l'épreuve parce que c'est là où il y a les gaps de temps qui se font au vu de la longueur de la partie vélo. Donc clairement mettre plus de volume sur du vélo et après aller chercher du fractionné un peu plus intense aussi en course à pied pour essayer de réduire un maximum l'écart sur la course à pied quoi. Waouh. Non mais c'est bien parce que on coche toutes les cases du ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est génial Armel, hein. C'est un vrai webinaire. On aurait dû se la faire en live celle-là.
Bon alors vas-y, on va arrêter avec le suspense. Surtout ceux qui sont déjà passés sur ton Insta ou sur ton LinkedIn. Début 2024, tu vas voir ton coach, tu lui partages tes objectifs, vous commencez à mettre les choses en place. Et puis, comment tu fixes ton calendrier? Pareil, tu viens avec un Excel et puis t'as regardé partout où il y avait un temps faisable et où étaient les endroits les plus faciles pour se qualifier pour les mondes. Exactement. Donc j'épluche déjà la première passe. Forcément, elle passe sur éplucher le calendrier Ironman. Mais au moment où je l'épluche, les slots qualificatifs pour les mondiaux, donc Nouvelle-Zélande cette année, ils sont un peu tagués sur toutes les courses. Ils n'avaient pas mis à jour l'ensemble des courses. Et ça, je me fais avoir parce que je me dis, en fait, j'ai l'année. Le dernier, je crois que c'était Cascais au Portugal. Donc je me dis jusqu'à octobre, ou en tout cas, ou c'est peut-être moi qui avais mal lu, mais j'avais vu le logo slot qualificatif jusqu'en octobre. Donc je me disais, en fait, j'ai la full année. Donc je vais me dire, en fait, les premières courses que je vais faire, ça va le faire. Et après, en fait, je vais pouvoir progresser au fur et à mesure de l'année. Et mon niveau, pour ma première, du coup, en avril, sera pas le même que mon niveau en octobre. Donc en fait, ça peut le faire. C'est un peu ce que je me dis au démarrage, quoi. Et en fait, quand je réactualise un peu les slots ou autres, les pages plutôt Ironman, je me rends compte qu'ils coupent fin juin. Et donc là, vient un petit moment de panique où je me dis, en fait, fuck, j'ai plus que jusqu'à juin. Il faut absolument que je trouve des courses. C'est un peu l'objectif de ton année et tu vas tout mettre pour. Mais en fait, si t'es juste pas inscrit à des courses, ça va pas le faire. Donc là, il y a un peu un chiffre sur le calendrier qui arrive. Et donc, je m'inscris à Valence fin avril. Et après, je m'étais plus dit, j'en fais une pendant l'été et j'en fais un troisième en octobre. Et donc, du coup, je shift complet aussi là-dessus et je me dis, let's go, en fait, inscris-toi à plus de courses parce que ça m'étonnerait qu'en 1,70 fois que tu arrives à te qualifier. Et donc, je m'inscris au Sable d'Olonne fin juin. Et après, dans un petit moment de stress, je vois toutes les inscriptions qui sont en train de sauter ou autres. Et je me dis, mais il me faut peut-être une troisième chance. Et je m'inscris aussi sur Aix-en-Provence. Il y a une grosse semaine, du coup. Donc, en fait, ce qui est génial, c'est que sur le côté financier, sur le côté financier, même ne serait-ce que sur les inscriptions aux courses, t'as fait péter le. J'allais y dire justement. Donc en fait, au vu de ce changement où je m'étais dit que j'étalerais les slots, etc., je me retrouve concrètement dans une situation où je me dis merde, je viens de lâcher un SMIC sur des inscriptions de courses pour un rêve qui potentiellement n'est pas réalisable. Et by the way, je mets tout avec une course par mois finalement. Sans avoir non plus un passé de pro ou quoi que ce soit, et c'est pour ça que j'ai intégré le renforcement musculaire pour pas me blesser, de me dire est-ce que déjà physiquement je vais réussir à tenir 3,73 en 3 mois, et surtout je me dis c'est clairement un énorme budget que je mets en 3 mois sur un truc qui potentiellement n'est pas du tout smart, où j'aurais peut-être dû attendre pour 2025 sur les slots, donc je me remets pas mal en question sur ce choix là. Mais je me dis, j'imagine que ta copine elle t'aide. J'imagine. Elle t'aide aussi à te remettre en question sur mais qu'est-ce que t'as foutu avec la carte, quoi. Clairement. Il y a, by the way, qu'est-ce qu'on va faire nous cet été? C'est quoi cette inscription en course de partout et comment on va s'organiser au quotidien aussi, quoi. Donc non, c'est clair. Bon, et du coup, première course, 73 de Valence, en Espagne. Exactement. Donc avant Valence, juste avant, je me mets un triathlon près de Barcelone, le Tritour en Espagne. C'est un circuit où il y a quelques courses, il y a 3-4 courses. Donc début avril, juste avant du coup. 2-3 semaines juste avant Valence, donc à Deltebre, donc au sud de Barcelone, qui était un peu pour moi le crash test de voir un peu où était mon niveau avant Valence. Et donc celui-ci, donc c'est un format un peu hybride. Il y avait 1 km de nage, 60 de vélo et après 10 bornes. Je sais pas si ça se retrouve sur beaucoup de formats, mais en tout cas je l'avais pas vu. Il y avait 57 de vélo après derrière. Bref, et donc du coup j'ai choisi celui-ci. Et je fais un bon temps parce que je me dis je termine au scratch 15e de la course overall, donc il y avait 300-400 personnes, donc il n'y avait pas non plus une grosse foule, mais je finis 15e après quelques pros qui étaient là. Donc c'est une course bien sûr régionale ou autre, mais là je me dis du coup début avril en fait il y a clairement quelque chose à jouer, t'es quand même dans le haut du panier sur ta course et ça se passe super. Et surtout c'est un peu le résultat sur la première course début de saison de se dire quelle a été la préparation de l'hiver, qu'est-ce que ça a donné et un peu où est-ce qu'on est les phases de progression par rapport à Vieux-Boucau en octobre dernier. Donc là, celui-ci, c'est là où je me dis en fait, il y a moyen que tu fasses quelque chose cette année, tu as fait quand même une belle course. Et donc du coup, Valence fin avril, donc premier 73 de l'année. J'y vais une semaine avant aussi, du coup, avec le coach pour aller voir un peu les repérages du lieu ou autre, qui a été aussi super important pour moi, de se dire en fait, t'as tes repères, tu vois exactement où est-ce que tu vas nager, où est-ce que tu vas faire le vélo, tu as déjà fait le vélo, pareil sur la course à pied ou autre. Ça, pour le coup, pour moi, l'aspect visualisation a été super important et voilà, ça s'est super bien passé. Du coup je termine Valence en 4,32 et donc du coup
Du coup, au vu de l'Excel que j'avais fait, je savais que je pouvais être dans un top 15. J'avais fait l'Excel sur mon analytique ou autre et je voyais qu'en 4,22, globalement, tu étais dans le top 10 assuré sur les courses. Et en dessous de 4,35, j'étais encore dans un top 15. Et après 4,40, 4,45, c'était les top 20, les top 30 dans ma catégorie. Et donc du coup, je termine la course heureux, mais je me dis voilà, je sais pas ce que ça va donner, on sait pas, il y a quand même la cérémonie après derrière, on sait pas ce que ça va donner, on sait pas combat. Je savais pas encore exactement le nombre de slots qui étaient par catégorie. Et donc il y a 2 slots. Il y a 2 slots sur la catégorie, donc je suis sur le 20-25. Donc moi je termine 13e de ma 4, donc je me dis en fait certes c'est un bon temps etc, mais voilà il y a quand même une dizaine de gars qui sont devant moi, donc je l'ai pas eu automatiquement directement. Et donc cérémonie le soir même, donc la cérémonie classique où ils donnent les slots. Et donc là les 2 premiers ont déjà leurs slots, sont là et refusent. Le 3e sur le podium le prend, et après du coup s'en vient une série de personnes qui disent soit non, soit qui sont pas là à la cérémonie, et ça arrive jusqu'au 13e du coup, et je récupère mon slot. Et du coup, moment forcément de joie, moment un peu d'incompréhension aussi, parce que j'étais qu'avec des Espagnols, donc on parlait qu'espagnol. Derrière moi, il y avait quelques Français aussi qui étaient là, et qui savaient qu'il n'y avait pas d'Espagnols dans le top 10, et qui me voient partir chercher un slot, et donc qui comprennent pas. Donc il y a un petit moment d'incompréhension aussi avec l'audience, qui pense qu'il y a un Espagnol qui essaie de récupérer un slot, etc. Et en fait, pas du tout. Et donc, du coup, il y a un petit moment de flottement qui se gêne sur est-ce que c'est réellement Armel Legret qui est là. Est-ce qu'on peut avoir une carte d'identité? Est-ce que c'est réellement lui qui récupère son slot? Mais du coup, non, slot bien validé. Et du coup, je m'y attendais surtout pas du tout, quoi, parce que je m'étais inscrit à 3 autres courses. Je m'étais dit que c'était le premier de l'année. Pour moi, c'était un peu le test pour voir où j'en étais en termes de niveau. Donc, certes, il y a un roll down qui est positif. Mais après, voilà, je suis quand même très content de mon temps. Et pour un 3ème 73, je suis super fier de ce temps. Et ça s'est très, très bien passé. Et globalement voilà, explosion de bonheur aussi, encore plus découplé que j'ai pu avoir sur d'autres courses avec le slot, avec le rêve aussi du voyage en Nouvelle-Zélande qui me faisait rêver depuis quand même pas mal de temps, de se dire qu'il y a la Nouvelle-Zélande avec qui vient en plus en bonus dans le package, donc là c'est pur bonheur et grosse joie, quoi. Une belle progression. Donc en un an, tu passes finalement presque 1 heure de moins sur format 73, même si les parcours sont pas tout à fait comparables. J'imagine la satisfaction déjà du chrono, la satisfaction de la qualif, et aussi j'imagine le soulagement de pouvoir vivre une suite d'année 2024 un peu plus tranquille, puisque la qualif est dans la poche et que finalement l'objectif arrive presque 7 mois plus tard, là, à la fin de l'année en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est un truc qui va te permettre, j'imagine, aussi de voir un peu plus sereinement l'année 2024. Carrément, c'est entièrement ça. Déjà en termes de chrono, super content, comme tu le dis. En fait, je fais le premier à 5,35, le deuxième à 4,45 et après le troisième à 4,30, donc 4,32. Donc forcément, il y a une belle progression et une suite qui était là. Donc la blague avec mon coach, c'était ça, c'était qu'est-ce que ça va donner le 4e, le 5e. On va se rapprocher des 4 heures et on va aller gratter les points, même si c'est un peu une vanne, parce que je sais qu'il y a un monde d'écart qui est entre ces 30 minutes qui traînent et autres. Mais bon, bref, c'était un peu la blague avec Ante. Mais ouais, déjà, super content. Et après, globalement, c'est un soulagement aussi sur le reste de l'année, parce que je me dis que là, sur 2024, en fait, bah oui, l'objectif, il est validé. Il y a que 50% du job qui est fait, parce que certes, j'ai la qualif, mais maintenant, c'est what's next sur 2024. C'est quelle autre course je vais pouvoir aller chercher. Quels sont maintenant les nouveaux objectifs pendant l'année, après aussi pour les mondiaux, et la suite sur 2025 ou autre, qu'est-ce que je vise et où est-ce que je veux aller, quoi. Donc ouais, c'est clair que en termes de liberté d'esprit, là, c'est complètement, c'est une pratique différente. Là, il y a un peu moins de pression quand on est drivé par un objectif et qu'on a un peu tourné son année autant, quoi. Mais après, par contre, Armel, le problème, c'est que là, t'as 8 mois de prépa. C'est pas possible. Toi, tu fais des prépas en 3 mois, donc faut arrêter, là. Là, il y a un peu plus de temps, ouais. Bah, tu fais un stop, tu fais 3 mois de pause, et puis après, tu reprends, c'est ça? Non, on va continuer. Bah, j'avais Aix-en-Provence, du coup, le week-end dernier, qui s'est bien passé aussi et que j'ai adoré sur un circuit vraiment canon, que j'avais déjà réservé, du coup, forcément en avance, etc. Parce qu'au début, ma première réaction, c'était un peu de se dire, ok, bah, on va plus étaler les courses et je vais pas me mettre sur du 73 ou autre, mais de toute façon, après les annulations, les courses étaient perdues, donc j'étais obligé de faire 73 de Aix. Et j'avais les sables, je les décalais, du coup. Les sables qui étaient en juin, je les décalais à octobre à Marbella, du coup, pour me laisser un peu plus de temps juste avant les mondiaux pour avoir une course test. Et du coup, en parallèle, du coup, non, je les ai remplacés par le triathlon de Madrid, du coup, qui aura en juin. En juillet, je vais sûrement m'inscrire à l'autre circuit sur Deltebre, là, c'est que j'avais fait le tri-tour. Il y a une autre course au
au nord de l'Espagne aussi. Donc ça ferait une course sur juin donc avec Madrid, juillet sur le Tri-Tour et après à la rentrée aussi, sûrement une course sur la première semaine de septembre où il faut que je m'inscrive. Non, j'ai plus étalé le calendrier de manière un peu plus intelligente plutôt que tout arrêter. Et là, pour le coup, ce calendrier que tu as étendu, tu l'as fait seul ou en collaboration, en coordination avec ton coach? Les deux, ouais. Les deux, en fonction déjà de lui, de son planning pour essayer de se caler et essayer de se voir un maximum. Parce que les semaines avant, on avait quand même bien aimé à Valence se faire une semaine ensemble. Et après, sinon, c'est aussi en fonction de moi, de mon agenda, de mes contraintes perso, professionnelles. Donc ça a été aussi un juste milieu là-dessus. Ouais. Tu parles pas mal de Amazon, ton employeur. Est-ce que tu es soutenu par ton employeur ou c'est vraiment tout perso? Pour l'instant, c'est toujours tout perso. C'est plus en discussion. C'est plus en discussion pour le moment parce que en fait, forcément, tant qu'on n'a pas de slot pour les mondiaux ou autres, forcément, c'est plus un mec qui fait du triathlon dans son coin. Donc on n'a pas vraiment de légitimité. J'ai pas vraiment de légitimité. Je n'avais pas de légitimité à prôner quelque chose ou autre. Mais j'ai la chance d'avoir quelques collègues aussi qui sont bien branchés sur le sport, notamment une bonne amie à Madrid qui fait du cliff jumping, donc qui est invitée sur les sauts Red Bull, donc à une vingtaine de mètres en hauteur, donc du plongeon extrême. Donc elle, par exemple, elle est dans des process du coup pour être sponsorisée haute, et donc je me suis un peu greffé sur le process là pour voir qu'est-ce que ça va donner, mais pour l'instant avec Amazon rien. Mais la beauté aussi de l'accès pro aussi que j'ai pu développer du coup sur les organisations sportives, c'est au moment de ma qualification du coup là il y a un mois, j'ai plusieurs clients qui m'ont contacté justement pour des approches de sponsoring ou pour justement travailler avec moi sur des sujets de performance, sur des sujets d'analyse de la donnée. Donc c'est là où pour moi l'histoire est encore plus belle, où j'arrive à boucler finalement un rêve d'un projet pro où j'avais envie de travailler dans le sport et à la fois moi en tant que propre cobaye sur mon expérience, sur ma discipline, et arriver à faire un mix des deux entre le perso et le pro qui rend l'histoire encore plus chouette. Ouais, plus que dire cobaye, moi j'aurais dit ambassadeur quand même, hein. C'est plus beau. Ambassadeur. C'est vrai. En tout cas, c'est pas juste faites ce que je dis, quoi. C'est faites ce que je dis et ce que je fais, quoi. Exactement. Sur du coup cet objectif-là que tu vas pouvoir préparer en 7-8 mois, il y a déjà un objectif chiffré que vous avez placé. Est-ce que c'est plus un objectif de progression d'ici là? Ou est-ce qu'il y a aussi la volonté d'être compétitif sur un championnat du monde? Pour l'instant, c'est plus des objectifs chiffrés en termes de temps, sachant que je sais qu'il y a quand même un gap qui sera clairement là dans ma catégorie. J'ai un autre ami qui est qualifié par exemple, je sais que lui il veut devenir pro, il veut passer pro, donc on est clairement sur des temps, tu vois, il est déjà proche des 4 heures sur live. Donc je sais que s'il y a que des ovnis de ce type-là sur ma catégorie, ça va être très très compliqué de réaliser avec ce genre de personnes. Aujourd'hui, parce que j'en suis qu'à un an de pratique vraiment intensive du triathlon, mais du coup je me laisse rêver sur d'autres temps. Mais là plutôt l'objectif est plus de dire moi en termes de progression comment je peux descendre sous les 4,30, se rapprocher des 4,20, etc. en fonction du circuit. Donc on est plutôt déjà moi sur ma perso et sur ce temps-là avant de se comparer à quoi que ce soit, parce que je pense que niveau mondial ça sera clairement une autre catégorie et ça sera une autre histoire, quoi. Notre paire de manivelles, quoi, clairement. Sur l'aspect logistique, comment tu prépares tes mondiaux? Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est pas à côté, c'est pas le même fuseau horaire, c'est pas le même hémisphère. Tu prévois ça comment? Ouais, c'est un bon point et je suis en plein dedans justement, donc c'est un peu compliqué. Après, heureusement que ça arrive plutôt tôt au début de l'année pour m'organiser. Là, pour l'instant, la stratégie que j'ai essayé de donner, c'est d'économiser quasiment tous mes congés de l'année pour essayer de les poser sur la partie mondiale. Donc ça va être, je pense, pas de vacances cet été. Et ta copine, elle va être aux anges. Elle est déjà au courant ou pas? Elle fait partie du voyage aussi, donc c'est attendre pour profiter aussi au maximum en Nouvelle-Zélande. Et parce que j'ai pas envie d'aller à l'autre bout du monde pour juste faire la compétition et revenir aussi. Donc j'ai envie de le coupler à un gros voyage, à un gros van trip en Nouvelle-Zélande et profiter réellement du pays, profiter de tout l'environnement et de la beauté en termes de nature qu'il y a là-bas qui a l'air juste dinguissime. Donc c'est clair que c'est un choix d'année de se dire que voilà, les seules vacances que tu auras, ça sera au niveau des mondiaux. Mais c'était un peu l'objectif que je m'étais fixé, donc on va tout mettre pour, quoi. Ouais, puis quand tu vas faire une belle place l'année prochaine, Amazon sera là, ils vont allonger, et puis tu pourras prendre 6 mois de vacances par an, quoi. C'est l'objectif. C'est beau de rêver, hein, n'est-ce pas? Exactement. Justement, on parle de rêver, on parle de se mettre au triathlon. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. C'est un peu la question signature du podcast. Mais toi, quels conseils, j'ai bien dit des conseils, hein, tu pourrais donner pour devenir
triathlète? Ouais, bien s'entourer. Déjà, je pense que la partie structure, moi, j'en suis l'exemple type. Je pense que la pratique random ou complètement aléatoire ou autre, ça va 5 minutes, mais en fonction de ses objectifs ou autre. Si tu as vraiment un objectif, que tu veux progresser ou autre, bien s'entourer, structurer son approche, que ce soit avec un coach, que ce soit avec des plannings d'entraînement. J'ai jamais suivi pour une course, que ce soit triathlon ou autre, un planning d'entraînement, que je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je pense que sur beaucoup de courses, ça suffit et c'est largement suffisant. Mais cet aspect de pas le faire au feeling et se dire plutôt je structure mon approche, je m'entoure des bonnes personnes et surtout se nourrir. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le podcast, par exemple, Devenir triathlète, que j'ai énormément écouté. Ça peut être toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, que ça peut être pas mal de choses qu'il y a sur Google. Non, mais c'est clair qu'on a la chance, pour des générations qui n'avaient pas ça avant, je pense à celle de nos parents ou nos grands-parents encore plus avant. Si on veut découvrir quelque chose, que ce soit un job, un instrument de musique, un sport, quoi que ce soit, aujourd'hui, il y a un truc magique comme Google où tu peux quand même apprendre tout et n'importe quoi. Tu as une proximité avec les réseaux sociaux aussi de beaucoup de pros, de beaucoup de choses. Donc tu peux quand même te rapprocher d'énormément et d'en savoir que tu n'avais pas forcément avant sur beaucoup de choses. Donc je pense que c'est le meilleur apprentissage. Donc ouais, structurer son approche et se renseigner, bouffer le plus de lectures, de podcasts, de vidéos que tu peux pour avoir toutes les armes en main finalement. Bon, c'est une bonne réponse, hein. Moi je valide. Charlie, t'avais une réflexion là-dessus ou d'autres questions à poser à Armel? Non, mais c'est vrai que c'est marrant que tu fasses ce constat-là parce que t'as raison. L'entourage, alors quel qu'il soit un coach qui est vraiment là pour structurer ton approche et pour te fournir les séances, ou que ce soit juste un groupe d'entraînement. Je pense notamment à notre échange avec Mathieu il y a pas si longtemps sur le podcast avec Mathieu Blaise, où en fait ça part d'un défi entre potes, où en fait voilà, c'est le plaisir de se retrouver sur des compètes, de se tirer un peu la bourre, qui fait que on s'y met et on s'y met de plus en plus. Et après, comme tu le dis, en fait, ce qui arrive, c'est la recherche de connaissances, d'essayer d'être un peu plus pointu sur les sujets et pour aller de plus en plus loin. Mais non, c'est hyper intéressant. Et effectivement, ce truc de ne pas le faire tout seul. Venez avec des potes, avec un entraîneur, avec une communauté en ligne, avec ce que vous voulez. Mais en tout cas, faites-le à plusieurs parce que c'est pas facile, parce que il y a de l'entraînement, il y a des séances dures à passer. C'est un jeu à long terme aussi, donc faut réussir à tenir les semaines et les mois. Donc ouais, le faire à plusieurs, c'est la garantie de réussir à tenir plus longtemps et le faire avec le sourire, quoi. Ah, c'est clair. Bah écoute, Armel, merci beaucoup pour tout ça, pour tous ces échanges, pour ces checklists de ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais malgré tout qui vous permettront de progresser puis d'en arriver, peut-être comme toi, aux prochains mondiaux, à atteindre vos objectifs. Pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage, où est-ce qu'on en apprend plus sur les bonnes pratiques que tu vas mettre en place pour les 7 prochains mois? Sur LinkedIn et sur Instagram en majorité. Donc sur mon Insta, du coup, Armelito NGRT et sur LinkedIn directement Armel Negral. Ok, bon, de toute façon, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode et puis j'imagine un petit compte Strava aussi pour venir stalker tes entraînements. Bien sûr, aussi un compte Strava. Ouais, parce que tout ce qui n'est pas sur Strava n'existe pas, on sait bien. Exactement. C'est clairement le mot d'ordre. Surtout pour quelqu'un qui bosse dans la data, c'est sûr que... C'est ça. C'est clair. Disons qu'on n'aura peut-être pas tes premiers entraînements il y a 7 ans, mais maintenant, c'est à fond, c'est ça? Exactement. Il n'y a pas l'historique. Si je peux démarrer sur un de tes épisodes, je t'entendais qui remontait. Et du coup, je m'étais posé la question et je m'étais dit que non, il n'y aura pas, parce que Strava, ça a été téléchargé tard, mais sinon, le reste est là. Mais malheureusement, Strava, la data est vraiment pas bonne. Pour le coup, sur les fils, les analyses, etc. Moi, je me demande ce qu'ils font un peu avec la data sur leurs calculs hautes, mais en termes de sources de data, c'est quand même assez dingue. Enfin, on n'est pas là pour en parler, mais il y a quand même un petit problème sur la data Strava. Ouais, c'est un autre sujet, mais je pense que ça fait partie de leur business, justement. Leur objectif, c'est de vendre du premium et les datas sont bonnes quand tu payes. Yes. Je pense. Messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation et puis Armel, on suivra ça et bon courage, on croise les doigts pour les championnats du monde 73 en Nouvelle-Zélande en fin d'année. Merci à tous les deux, c'était un plaisir. Merci Armel. Merci, ciao. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon.
On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!